Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Culture, Santé et Sécurité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des comportements. Les sociologues ont établi que nous acceptons intérieurement la responsabilité d'un comportement lorsque nous pensons que nous l'avons choisi, libre de toute pression extérieure. Or, une grosse récompense est précisément une forte pression extérieure. Elle peut nous amener à agir dans un certain sens, mais elle ne nous fera pas accepter intérieurement la responsabilité de l'acte. Et par conséquent, nous ne nous sentirons pas engagés vis-à-vis d'elle. On peut dire la même chose d'une menace franche. Elle peut entraîner une soumission immédiate, mais normalement, elle sera impuissante à créer un engagement durable. Tous ces principes ont leur application dans les organisations. Ils nous indiquent que nous ne devrions jamais nous faire obéir des collaborateurs par des promesses ou des menaces de quelques conséquences. De telles pressions produisent sans doute une soumission momentanée. Mais si nous voulons que si nous voulons que nos employés croient au bien fondé de ce que nous leur demandons, si nous voulons qu'ils continuent à se comporter correctement quand nous ne sommes pas là pour exercer des pressions extérieures, alors nous devons faire en sorte qu'ils acceptent dans leur fort intérieur la responsabilité du respect des règles de santé et de sécurité que nous leur indiquons. Une expérience réalisée par Jonathan Friedman, psychologue américain, nous donne quelques indications sur les choses à faire ou à ne pas faire. Friedman voulait voir s'il était possible d'empêcher des garçons de 7 à 9 ans de jouer avec un jouet très séduisant, simplement en leur interdisant 6 semaines à l'avance. Quiconque a l'expérience des enfants de cet âge peut mesurer la difficulté de la tâche. Nous pourrions transposer cela avec des adultes pour lesquels nous leur interdirions d'utiliser le téléphone portable en conduisant, par exemple. Friedman se dit que s'il pouvait convaincre les enfants qu'il ne fallait pas jouer avec le jouet interdit, cette conviction pourrait peut-être les empêcher d'y toucher. La tâche la plus difficile était de faire croire aux enfants qu'il était mal de s'amuser avec ce jouet, un robot luxueux. Friedman savait qu'il serait assez facile de faire obéir un enfant sur le moment. Il lui suffisait de le menacer de sévères punitions si jamais on le prenait à jouer avec le jouet. Tant qu'il était dans les parages, pour appliquer le cas échéant les punitions, les enfants ne se risquèrent pas à jouer avec le jouet interdit. Après avoir montré un assortiment de 5 jouets, Friedman donnait une consigne simple. Il ne faut pas jouer avec le robot. Si tu joues avec le robot, je serai très fâché et je serai obligé de sévir. Puis il quittait la pièce et observait les enfants par une vitre sans teint. Sur 22 enfants, un seul toucha au robot. Ainsi, une menace franche était efficace tant que les enfants pensaient pouvoir se faire prendre et être punis. Ceci était prédictible. Cependant, est-ce que cela serait efficace sur les comportements ultérieurs s'ils n'étaient plus à proximité? Pour savoir ce qui se passerait, il envoya une jeune femme dans la même école environ 6 semaines plus tard. Elle conduisit chaque enfant dans la pièce aux 5 jouets et leur faisait passer un test de dessin. Pendant qu'elle corrigeait le test, elle disait aux enfants qu'ils étaient libres de jouer avec tous les jouets de la pièce. Ce qui est intéressant, c'est que 77% des enfants choisirent de jouer avec le robot qu'on leur avait auparavant interdit. Les menaces de Friedman, qui avaient été si efficaces 6 semaines auparavant, n'avaient plus aucun effet lorsqu'il n'était pas là pour les faire
appliquer les sanctions. Il recommença l'expérience avec d'autres enfants avec une méthode légèrement différente. Il montra aux enfants l'assortiment de 5 jouets et les avertit de ne pas jouer avec le robot pendant qu'ils s'absentaient de la pièce. Voici la consigne. Ce n'est pas bien de jouer avec le robot. Cette fois, il n'utilisa aucune menace pour effrayer les enfants. Il se contenta de quitter la pièce et d'observer les enfants à travers le miroir sans teint. Exactement comme l'autre groupe, un enfant toucha au robot pendant son absence. La grande différence entre les deux groupes apparut 6 semaines plus tard, lorsqu'ils eurent l'opportunité de jouer avec les 5 jouets alors que Friedman n'était plus présent. Les enfants qui n'avaient pas été menacés de punition au cas où ils joueraient avec le robot eurent une réaction étonnante. Quand on leur donna toute liberté de s'amuser avec le jouet qu'ils voulaient, 70% évitèrent de toucher au robot, pourtant le plus intéressant des 5 jouets. Pour chacun des deux groupes, il y avait eu un événement marquant. Pour le premier groupe, il s'agissait de la menace qu'ils avaient entendue de la bouche de Friedman. Cette menace avait été assez efficace pour que Friedman puisse les prendre en flagrant délit d'infraction. Par la suite, lorsqu'il n'était plus présent pour observer le comportement des enfants, sa menace fut inopérante et sa consigne ne fut pas respectée. Sa menace n'avait pas appris aux enfants qu'il était mal de toucher au robot, mais seulement qu'il était plus prudent de ne pas y toucher tant qu'il existait la possibilité d'une punition. Pour le second groupe, l'événement marquant était d'ordre intérieur et non extérieur. Friedman leur avait dit qu'il ne fallait pas toucher au robot, mais il n'avait pas assorti sa recommandation de menace en cas de désobéissance. Il y eut 2 résultats importants. 1. D'abord, la recommandation suffisait à empêcher les enfants de toucher au robot quand ils s'absentaient de la pièce. 2. Ensuite, les enfants se sentirent personnellement responsables de leur décision de ne pas toucher au robot. C'est comme s'ils avaient décidé de ne pas jouer avec le robot. C'est parce qu'ils le voulaient. C'est pourquoi, des semaines plus tard, en l'absence de Friedman, ils continuèrent à ne pas toucher au robot parce que c'est un engagement intérieur qui les portait à croire qu'ils n'en avaient aucune envie. Ainsi, dans le cas de l'utilisation du téléphone portable pour les adultes, les menacés de sanctions s'ils ne respectent pas la règle risquent d'être infructueuses dès que le manager aura le dos tourné. Pour être efficace, la consigne ne doit faire référence à aucune sanction. Par exemple, on pourrait dire « Il est interdit d'utiliser le téléphone portable pendant la conduite, alors je vous demande de respecter cette consigne. » Pour d'autres personnes, il faudra rajouter « Parce que si vous ne respectez pas cette consigne, je serai très déçu. » Pour d'autres encore, nous pourrons rajouter « Et il faudra que je fasse quelque chose que je n'ai pas envie de faire. » Un exemple de formulation complète pourrait être, par exemple, « Il est interdit d'utiliser le téléphone portable en conduisant, et ainsi vous éviterez toute distraction. » Dans le cas où vous ne respecteriez pas cette consigne pour votre santé et votre sécurité, je serai très déçu par votre comportement. Et il faudra qu'éventuellement, je fasse des choses que je n'ai pas envie de faire. Ce qui est important, c'est d'utiliser une motivation qui produira le comportement désiré et permettra en même temps aux personnes de se charger de la responsabilité de ce comportement. Donc, moins la pression extérieure est détectable, plus la motivation sera efficace. Le choix de cette motivation n'est pas une tâche facile, mais l'effort mérite d'être
entrepris. Cela fait la différence entre un engagement éphémère et un engagement à long terme. Ainsi, une fois qu'une personne a posé une action qui lui donne l'image d'être un collaborateur soucieux des intérêts de l'organisation, il continuera probablement à agir conformément à cette image aussi longtemps que celle-ci persistera. Les engagements produisant un changement intérieur, sans pression extérieure, sont ainsi plus durables et plus consistants. En général, la personne poussée par son besoin d'être cohérent avec son système de valeurs se dira que cette décision de respecter la consigne est judicieuse pour elle et pour l'organisation. En résumé, à chaque fois que l'on menace une personne pour respecter une consigne, on nourrit un engagement court terme. Chaque fois que l'on nourrit la motivation de la personne à prendre la bonne décision, elle s'engage durablement. À vous de tester maintenant. Je serai bien évidemment heureux d'avoir vos retours et vos partages. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont pour moi autant d'encouragements qui me permettent de vous partager encore plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Culture Santé Sécurité. Je vous réserve de nombreuses surprises pour développer votre santé, votre sécurité ainsi que celle de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos collègues. À bientôt.